Bienvenue à tous à notre nouveau rendez-vous numérique des mercredis du musée qui sera consacré ce soir aux ordres de l'architecture romaine et leur signification symbolique. Ce thème devait résonner parfaitement avec le colloque qui devait se tenir cette semaine sur le décor d'architecture dans les cités du centre-est. Malheureusement, compte tenu des conditions sanitaires, nous sommes obligés de reporter ce colloque. Mais néanmoins, nous maintenons ce rendez-vous des mercredis du musée. Un grand merci à vous pour votre présence, pour nous suivre régulièrement. C'est un véritable encouragement pour les équipes du musée qui ne baissent pas les bras pour garder le lien avec vous. Cette semaine dernière, vous avez été nombreux à nous suivre pour la nuit du musée, puisqu'il y a eu près de 2000 connexions pour nous accompagner samedi soir. Donc, vraiment merci, c'est un grand encouragement pour nous tous. Je vais laisser la parole à notre conférencier de ce soir qui est Yvan Maligorne, maître de conférence en histoire à l'Université de Bretagne occidentale. Bonne soirée à tous. Je suis sûre que nous allons passer un moment très intéressant avec Yvan Maligorne. À bientôt. Bonjour, je vous remercie de suivre cette conférence par enregistrement. J'aurais bien aimé m'adresser à vous directement. J'espère en avoir un jour l'occasion. Donc, je vais évoquer avec vous les ordres classiques, c'est-à-dire des systèmes qui associent des supports, donc des colonnes, des piliers ou des pilastres, à des entablements. Et ces ordres répondent chacun à des normes et présentent certains caractères formels particuliers. Donc, je passe immédiatement à mon diaporama pour vous montrer les deux ordres d'architecture qui se sont longtemps partagés le bassin méditerranéen, à savoir le dorique qui est en haut à gauche, l'ionique qui est en bas à droite, que chacun sait reconnaître un peu intuitivement avec la forme des chapiteaux en particulier. Le dorique a été formé, s'est constitué très lentement au 7e et au 6e siècle avant notre ère en Grèce continentale, la Grèce actuelle, tandis que l'ionique, lui, s'est constitué à la même période dans les îles de la mer Égée et en Asie mineure. Un autre ordre est apparu plus tardivement, le corinthien. Vous avez un exemple de chapiteau corinthien en haut à gauche sur la diapositive. Le chapiteau corinthien a été inventé à la fin du 5e siècle avant notre ère, dans le Péloponnèse, donc en Grèce. Mais pendant longtemps, le corinthien n'a pas mérité le titre d'ordre, tout simplement parce que le chapiteau corinthien, un chapiteau original, était associé à des bases et à des entablements qui étaient de type ionique. Donc on ne peut pas dans ce cas-là parler d'ordre parce que seul le chapiteau diffère. Et il faut attendre en fait la fin du 1er siècle avant notre ère pour voir le corinthien devenir un ordre quand les Romains inventent un nouveau type de corniche, la corniche à modillon ou la corniche à console. Il y a d'autres types de chapiteaux que vous voyez sur cette diapositive. Par exemple, en bas à gauche, le chapiteau composite, qui est un mélange de chapiteaux corinthiens et de chapiteaux ioniques, ou encore des chapiteaux qu'on appelle corinthianisants, qui sont des variations sur le chapiteau corinthien. Mais aucun de ces types n'a donné naissance à un ordre à proprement parler, parce que la seule chose qui les distingue, c'est la morphologie du chapiteau. Pour le reste, les bases, les entablements sont empruntés à d'autres ordres. Alors, ces ordres ne se caractérisent pas seulement par l'association de certains types de colonnes et d'entablements. Ils sont aussi liés à des manières de construire. Le choix du dorique ou du ionique a des conséquences sur la forme de l'ensemble de l'édifice, sur la hauteur des colonnes, sur les proportions, sur le nombre de colonnes, sur leur espacement. Alors, plutôt que de me lancer dans un long discours théorique, je me contente de vous montrer des images. Ici, deux temples qui sont à peu près contemporains, qui datent du début du 6e siècle avant notre ère, donc de la période archaïque, qui sont tous les deux consacrés à la même divinité, Artémis, la déesse de la chasse. Il y en a un à gauche qui a été construit à Corfou, donc tout près de la Grèce continentale, sur une île mais à l'ouest de la Grèce, et l'autre qui a été construit à Éphèse, vous savez, en Turquie actuelle, donc en Asie mineure. Eh bien, ces deux édifices contemporains consacrés à la même divinité, vous voyez, sont extrêmement différents. Il y en a un qui n'a qu'une colonnade périphérique,
très trapue, très massive, l'autre qui en a deux, extrêmement élancées. Et pour le visiteur de ces sanctuaires, évidemment, il fournissait des impressions très différentes. Alors la signification de ces ordres, et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui, ne se limite pas aux nécessités de la construction et à des choix décoratifs. Ils peuvent parfois être considérés comme les porteurs d'un message propre, ou ils peuvent contribuer en tout cas au discours qui est délivré aux spectateurs et aux visiteurs du monument. Quand on évoque les ordres d'architecture classique, le premier mouvement est toujours de se tourner vers Vitruve, un théoricien qui écrit à la toute fin du 1er siècle avant notre ère, donc à l'époque augustéenne, et qui s'appuie souvent sur des sources grecques antérieures. Il a écrit un De Architectura, de l'architecture, un traité en 10 livres, qui est le seul ouvrage du genre qui nous soit intégralement parvenu. Et c'est un livre qui est à l'origine de toute une tradition théorique et didactique sur les ordres. Or, Vitruve, dans un passage très fameux de son livre, où il évoque les temples, instaure un rapport très étroit entre les ordres utilisés et l'identité des dieux abrités dans les temples en question. Pour lui, et les sources dont il dépend, les ordres ont un lien avec la morphologie humaine. Le dorique aurait été modelé sur les proportions solides et trapues du corps masculin, l'ionique sur les proportions plus déliées de la femme, tandis que le corinthien, encore plus effilé, s'appuierait sur les proportions du corps de la jeune fille. La conséquence logique de ce système d'explication des ordres est, je vous mets ici l'extrait en question, que le dorique doit être réservé aux divinités qui possèdent des caractères virils prononcés, Mars, Hercule, mais aussi Minerve parce qu'elle est liée à la guerre, le corinthien aux divinités qui développent des vertus féminines, de délicatesse, Vénus, Flore, Proserpine, les nymphes, et l'ionique occupant en quelque sorte une position intermédiaire, adaptée aux dieux qui ne relèvent ni de la massivité du guerrier, ni de la gracilité de la jeunesse. Donc ces divinités un peu intermédiaires en termes de morphologie seraient Junon, Diane et Bacchus. Donc là, on a une tentative d'explication de l'utilisation des ordres par la nature des dieux. Je dois immédiatement préciser que, comme bien des notations de Vitruve, ce système normatif qui voudrait édicter des règles précises ne correspond à aucune réalité archéologique, en tout cas pas une réalité systématique. Il faut se tourner vers des exemples archéologiques. Mais ce qui est intéressant dans le texte de Vitruve, ce en quoi il est particulièrement précieux pour nous, c'est qu'il prouve que les séparations géographiques entre les ordres, dont j'ai parlé tout à l'heure, entre la Grèce continentale dorique et puis l'Asie mineure ionique, n'ont plus cours, et que les éléments de l'ordre ne sont pas là seulement pour décorer un édifice, mais qu'ils sont chargés de valeurs propres, d'une signification qui va au-delà de leur apparence. Donc pour aborder cette question du langage des ordres, il faut prendre en compte les dimensions géographiques et chronologiques. On ne fait pas le même usage du dorique, on ne le charge pas de la même signification dans un temple grec du VIe siècle, comme celui de Corfou tout à l'heure, que par exemple dans la villa d'Adrien au IIe siècle de notre ère. 7 siècles plus tard, il y a un glissement de sens, il y a des significations différentes. Il ne s'agit pas pour moi aujourd'hui de résumer en une heure l'histoire des ordres et de leur évolution, mais bien d'évoquer leur contenu symbolique ou leur contenu sémantique, leur sens. Alors la question du contenu des ordres se pose dès leur origine. Un savant anglais, Mark Wilson Jones, par exemple, a récemment rappelé que les ordres sont élaborés pour des édifices destinés à honorer les dieux. C'est d'abord pour les temples et pour les dieux qu'on crée les ordres. Et ils ne répondent pas seulement à des nécessités constructives, ils ne se concentrent pas de traduire dans la pierre des formes qui auparavant existaient dans le bois. Il montre qu'il y a une dimension d'emblée symbolique. Par exemple, dans l'émergence de la frise dorique, vous voyez, qui est très facile à reconnaître avec ces petites réglettes verticales qui alternent avec des vignettes, eh bien, il voit, lui, une influence du trépied que vous avez à droite sur la diapositive, ce qui est l'offrande la plus fréquente dans le monde grec de l'époque archaïque. Donc les triglyphes de la frise dorique serait selon lui une transcription des trépieds en bronze qui étaient fréquemment offerts aux dieux. De la même manière, ce savant reconnaît dans le chapiteau corinthien, dès son apparition, un contenu sémantique précis en rapport avec le triomphe sur la mort. Le chapiteau corinthien, couvert de feuilles, évoquerait la renaissance perpétuelle de la vie et son triomphe sur la mort.
En un peu plus d'une heure, évidemment, je ne pourrai pas être exhaustif et je vais me contenter d'exposer les exemples qui me paraissent les mieux à même de démontrer les mécanismes qui sont à l'œuvre chez les architectes de l'Antiquité. Je suivrai donc un ordre chronologique en passant très rapidement sur l'époque archaïque. Je m'attarderai plus longuement sur la période classique qui nous fournit avec l'acropole d'Athènes et les programmes architecturaux des rois de Macédoine les premiers exemples assurés d'un contenu idéologique des ordres. Ensuite, je passerai à la période hellénistique, 3e, 2e, 1er siècle avant notre ère, qui nous retiendra plus longuement parce que les ordres y sont investis d'un discours plus complexe, qui est ensuite repris par Rome, que nous évoquerons dans cette partie pour la première fois. Puis je terminerai donc par la période impériale, l'Empire romain, qui est marqué par une désaffection des deux ordres traditionnels les plus anciens, le dorique et l'ionique, au profit de l'ordre corinthien, qui est élevé, je vous l'ai dit tout à l'heure, au rang d'ordre au plein sens du terme et qui domine largement l'enveloppe des grands monuments impériaux. Dans l'architecture romaine, qui est généralement chargée d'un contenu idéologique très fort, le choix des ordres fait l'objet d'un grand soin et ceci véhicule plusieurs types de messages, souvent orientés vers la hiérarchisation des espaces, on le verra, et des messages qui sont parfois extrêmement élaborés. Donc, commençons par évoquer très très rapidement la période archaïque. À cette époque-là, je vous l'ai dit, la situation de départ est la suivante. Le dorique en Occident, l'ionique en Orient. Très rapidement, cette étanchéité est rompue. Ainsi, dès le milieu du VIe siècle, un temple dorique est élevé en Asie mineure, à Assos, donc dans le domaine ionique. Il est consacré à Athéna. Il a des caractères tout à fait inhabituels, parce que, par exemple, on a un décor sur un espace qui normalement devrait être laissé libre, l'architrave au-dessus des colonnes, qui normalement devrait être lisse. Sous l'influence de l'architecture anatolienne, de l'Asie mineure, on a mis un décor à cet endroit. Mais vous voyez qu'on a un temple dorique qui arrive en Asie mineure. En Occident, à l'inverse, plus précisément à Poséidonia, ce qu'on connaît maintenant sous le nom de Paestum, en Italie du Sud, pas très loin de Naples, donc en plein domaine dorique. Un autre temple d'Athéna, érigé vers 500, présente, donc vous voyez, une colonnade périphérique dorique, mais derrière, dans l'accès à la salle cultuelle proprement dite, on a des chapiteaux ioniques, dont je vous mets un exemplaire. Là, manifestement, c'est intéressant pour nous, il y a un souci de hiérarchisation. C'est-à-dire qu'on réserve l'ordre le plus sobre, le plus simple à l'enveloppe externe, et quand on s'approche de la divinité, une divinité féminine de surcroît, eh bien, on rencontre des colonnes plus raffinées d'ordre ionique. Mais c'est un peu plus tard, dans l'Athènes du 5e siècle, l'Athènes de Périclès, que l'on observe la transgression la plus systématique de ces frontières entre les domaines doriques et ioniques, avec parfois un mariage des ordres au sein des mêmes édifices. Alors vous avez ici une vue aérienne, d'ailleurs la photo n'est pas de bonne qualité, de l'acropole d'Athènes, avec les monuments érigés donc au 5e siècle avant notre ère. Vous reconnaissez évidemment l'imposant Parthénon, ici les rectéions, là les propylées, donc l'entrée du sanctuaire, et puis ici le petit temple d'Athéna, Niké. Les 4 grands monuments que je viens d'énumérer, qui sont construits sur l'acropole à partir d'en gros 450, dans le but déclaré de faire d'Athènes le phare culturel du monde grec, font tous appel à des degrés divers à l'ordre ionique. Par exemple, ici, vous voyez, sur les propylées, l'entrée monumentale, vous avez des colonnes extérieures qui sont doriques, des colonnes intérieures qui sont ioniques. Vous voyez ici les colonnes ioniques sur cette diapo. Dans le Parthénon, qui est un gigantesque édifice d'ordre dorique, il y a aussi une intrusion de colonnes ioniques à l'arrière dans la petite salle qui se trouve derrière le naos où est exposée la fameuse statue d'Athéna. Donc encore une fois, mélange des ordres qu'on apprécie ici. L'intérieur de la salle cultuelle où se trouve la statue est dorique, mais la salle qui se trouve à l'arrière a des colonnes ioniques. Enfin, les 2 autres monuments de l'acropole, les rectéions que vous voyez ici, et
le temple d'Adéna-Niké que vous voyez là sont tous les deux entièrement ioniques. Alors pourquoi l'utilisation si fréquente du ionique à Athènes? Alors d'abord, c'est ce qui a été mis en avant dans un premier temps, pour des raisons pratiques, tout simplement, parce que c'est un ordre plus élancé, qui prend moins de place, concrètement, et qui est très adapté à des espaces intérieurs, comme l'intérieur des Propylées ou l'intérieur du Parthénon. Donc des espaces où on a besoin de place pour circuler ou pour stocker des choses, sont mieux servis par l'ordre ionique. Et puis surtout, l'ionique est un ordre délicat, qui est très bien adapté à des édifices complexes ou miniatures. Par exemple, le temple d'Athéna-Niké que vous avez sous les yeux est un tout petit temple, d'environ 4 mètres sur 6. Et l'ordre ionique est évidemment mieux adapté à ces petites proportions. Mais on ne peut pas se limiter à cette dimension pratique, si vous voulez. Il y a très clairement, dans l'emploi conjoint de ces deux ordres à Athènes, donc en Occident, une dimension idéologique. Athènes est en effet à la tête de la Ligue de Délos, donc une alliance d'environ 200 cités qui se sont rassemblées, vous voyez, de part et d'autre de la mer Égée, pour préparer une guerre contre les Perses. Athènes vient de subir 2 tentatives d'invasion. Elle a peur d'une troisième guerre et on crée comme ça cette grande alliance, vaste alliance qui embrasse toute la mer Égée. Et donc, depuis la création de cette ligue, Athènes prétend être la métropole de la mer Égée, une espèce de cité-mère de la mer Égée. Et c'est sans doute cela qu'elle rappelle en utilisant si abondamment l'ordre ionique. Elle marque en quelque sorte l'unification sous son égide de l'Occident et de l'Orient, et pour cela recourt aux codes architecturaux des deux domaines géographiques. Dorénavant, vous le comprenez, les frontières géographiques sont définitivement brouillées, ce qui ne signifie pas que toute règle est abolie. Mais à partir de l'exemple athénien, on va constater l'utilisation dans de nombreux édifices d'ordres différents, en particulier à l'extérieur et à l'intérieur. Alors c'est le cas par exemple sur cet extraordinaire temple d'Apollon à Bassaé dans le Péloponnèse. Le dorique, vous le voyez sur la coupe transversale que vous avez à droite. Le dorique conserve sa prééminence sur l'enveloppe externe, c'est-à-dire sur la colonnade périphérique, la première chose que l'on voit, l'image que le temple donne de l'extérieur. Par contre, les colonnes qui ornent l'espace intérieur sont ioniques et conduisent à la première colonne corinthienne de l'histoire de l'architecture. Il s'agit, certes, en mettant des colonnes ioniques, de gagner de la place dans un temple qui est très étroit, en adoptant un ordre qui est plus élancé, qui atteint le plafond d'un seul élan. Mais ce choix est sans doute dû aussi à une volonté de créer un effet de surprise pour le visiteur et de définir une hiérarchie des espaces. On en a la preuve avec l'introduction d'un nouveau type de chapiteau au fond du temple, au fond du naos, dans l'emplacement le plus important, celui où se dressait la statue de culte. Donc c'est le premier chapiteau corinthien connu qui introduit un niveau supérieur, un niveau supplémentaire dans la graduation des ordres. Donc on a une séquence dorique, ionique, corinthien, qui est de plus en plus raffinée au fur et à mesure que l'on progresse vers le fond de l'édifice. Et ce temple propose un modèle que suivront d'autres édifices du Péloponnèse au IVe siècle avant notre ère, comme les temples de Némée et de Thégée. Némée que vous voyez ici, qui est dorique à l'extérieur et qui a des colonnes corinthiennes et ioniques à l'intérieur, et Thégée, dorique à l'extérieur, corinthien et ionique à l'intérieur. La recherche du raffinement croissant, d'une complexité croissante, est manifeste aussi dans 2 monuments fameux de la fin de l'époque classique, les rotondes de Delphes
et Épidore, hein, ce qu'on appelle des toloi en grec. Ce sont des monuments qui sont en eux-mêmes et par leur forme des structures très décoratives. Ce ne sont absolument pas des temples, hein, ce sont des trésors en fait destinés à conserver des offrandes. Je me contenterai d'évoquer le monument d'Épidore, hein, qui présente, vous voyez, un ordre externe dorique, très sobre, très simple, et on est en Grèce continentale, mais des colonnes intérieures corinthiennes d'une qualité extraordinaire, hein. Derrière ce choix, il y a une nouvelle fois une recherche d'un effet de surprise, mais surtout la recherche d'une graduation, hein, entre l'extérieur et l'intérieur. Passons maintenant en Macédoine, donc en Grèce du Nord, où l'on rencontre d'autres exemples d'utilisation des ordres avec des intentions précises. Les ordres constituent dans ce contexte de véritables manifestes culturels. Les Macédoniens souffraient en effet dans le monde grec d'une position ambiguë et peinaient à se faire reconnaître le statut de grec, d'Hellène. L'emploi des ordres classiques était pour eux un moyen d'affirmer leur appartenance à un monde grec sur lequel, de surcroît, ils exercent leur hégémonie à partir de 340 environ, hein. C'est la période de Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, qui écrase les cités grecques et qui, dorénavant, est le maître de la péninsule balkanique. Pour l'instant, je n'ai cité que des édifices en rapport avec la sphère sacrée, soit des temples, soit des trésors ou des propylées, hein. Avec la Macédoine du IVe siècle avant notre ère, les associations d'ordre, les combinaisons d'ordre gagnent d'autres monuments et l'on expérimente des solutions qui seront développées pendant toute la période suivante, pendant toute l'époque hellénistique. Alors, il me faut d'abord dire un mot du palais de l'ancienne capitale du royaume de Macédoine, Aigai, qui est un palais érigé durant le dernier tiers du IVe siècle. Le monument est centré sur un grand portique, ce qu'on appelle un péristyle, donc une cour entièrement entourée de colonnes qui sont doriques, hein, 16 colonnes par côté. En façade, et alors sur ce point, la restitution du haut doit être corrigée, il faut regarder la diapositive du bas. En façade, il comportait un grand portique à étages avec en bas des colonnes doriques et en haut des colonnes ioniques. L'ordre le plus raffiné, surplombant, l'ordre le plus sobre, selon une disposition qui deviendra très fréquente. À peu près au centre de ce portique, vous voyez, s'ouvrait une entrée monumentale qui, elle, présentait des supports ioniques aux deux niveaux. Les ordres sont donc mis à contribution ici pour désigner à l'attention certains espaces. Le centre, là où on accédait en fait au palais, et puis la galerie supérieure, qui est d'un grand raffinement. Mais les rois macédoniens ne se contentent pas de mettre à profit la grammaire des formes classiques. Vous voyez, ils enrichissent son répertoire puisque ce sont eux qui ont créé les portiques à étages à deux ordres différents. C'est une formule architecturale qu'on va retrouver très fréquemment ensuite dans l'Antiquité, qui a été créée par les rois de Macédoine dans leur recherche d'un langage architectural valorisant. On retrouve la même utilisation des ordres sur les façades des tombes macédoniennes, en tout cas les tombes les plus riches. Par exemple, le tombeau de Philippe II de Macédoine, qui a été découvert à Vergina, non loin du palais, qui présente, vous voyez, un ordre d'applique dorique, tandis que à droite, une tombe de Miesa a fait le choix du ionique. Et on a une tombe particulièrement riche à Lefkadia, qui a fait le choix des deux ordres, qui les a superposés, un peu comme dans le portique du palais tout à l'heure, et qui a mis, encore une fois, l'ionique plus raffiné, en haut. Nous parlons ici de monuments qui ont été élevés dans le royaume de Macédoine, mais c'est évidemment au cœur de la Grèce des cités que l'utilisation des ordres pouvait avoir la plus grande portée. Et justement, le roi Philippe II a fait construire à Olympie, dans le sanctuaire, le plus grand sanctuaire de Zeus, là où se déroulent les concours qui sont ouverts aux seuls Grecs, hein, une rotonde qui est un magnifique présentoir de statues de membres de sa famille. Ce monument, là, cette rotonde, est en fait un monument dynastique, hein, qui met en scène le pouvoir macédonien, là où tous les Grecs peuvent le contempler, un lieu où les Grecs se réunissent tous les 4 ans. Et cette rotonde présente un ordre ionique à l'extérieur,
hein, là où les rotondes précédentes présentaient un ordre dorique, et un ordre corinthien à l'intérieur. Donc, Philippe essaie de rivaliser avec les monuments antérieurs, ceux de Delphes et d'Épidore, mais en les dépassant, en raffinement. Là où on avait une séquence dorique corinthien, il opte pour une séquence ionique corinthien. Et vous voyez que les colonnes corinthiennes, celles qui sont à l'intérieur, sont là juste pour rythmer le mur, pour animer le mur, pour éviter d'avoir un mur lisse, parce qu'elles sont engagées dans le mur et n'ont aucun rôle porteur, aucun rôle tectonique. Elles sont là uniquement à des fins décoratives et symboliques. Passons maintenant donc à la période hellénistique qui s'ouvre donc avec les conquêtes d'Alexandre le Grand, pour s'achever avec l'avènement de l'Empire romain. Alexandre le Grand, vous savez, a conquis l'Orient jusqu'en Inde en un temps très bref, entre 334 et 323, en un peu plus de 11 ans, hein, et il ouvre une nouvelle période dominée non plus par les cités grecques, mais par des royaumes, hein, les royaumes qui naissent du partage de son gigantesque empire. Et donc, on a un monde extrêmement troublé, avec de très très grandes puissances, le royaume de Macédoine, le royaume de Syrie, le royaume d'Égypte principalement, qui rivalisent, hein, et cette période est marquée par des réalisations très spectaculaires, dues, dans la plupart des cas, aux rois, hein, qui se sont partagés l'empire d'Alexandre. L'architecture est très clairement utilisée à cette période, avec des intentions idéologiques précises dans lesquelles les ordres ont toute leur part. On peut dégager à cette époque-là, donc pendant ces 3 siècles, 3 grandes tendances. La première, c'est l'utilisation privilégiée des ordres en certains contextes. C'est-à-dire qu'on a une espèce de grammaire des ordres qui sont utilisés dans des contextes particuliers. On sait jouer sur la variété des ordres, on sait en tirer profit pour différencier les espaces, et ce, dans plusieurs types de monuments, pas seulement donc dans les temples et dans les monuments sacrés. Nombreux, par exemple, sont les portiques à étages. On en a rencontré le premier exemple tout à l'heure, mais qui sont construits à partir du IIIe siècle, d'abord en Asie mineure, hein, et surtout d'ailleurs dans des villes au relief tourmenté, où on a des différences de niveau importantes à racheter. Ces portiques à étages mettent en œuvre des ordres différents, non seulement sur leur façade, mais aussi à l'intérieur, puisqu'ils sont tous subdivisés en 2 nefs par des rangées axiales de supports. On le voit très bien en bas à gauche, hein, dans le magnifique portique du roi Attal II de Pergame qui a été construit à Athènes. Alors, un petit mot sur ces diapositives qui peuvent sembler étonnantes. Le portique d'Attal à Athènes n'est pas conservé, n'est pas arrivé jusqu'à nous dans cet état. Il a été fouillé par les archéologues américains au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Ils en ont trouvé des vestiges assez importants, un pignon en particulier qui était conservé intact, des tas de fragments d'architecture, et ils ont décidé de le reconstruire in extenso, à l'identique, avec les mêmes matériaux, c'est-à-dire avec du marbre penthélique, le marbre utilisé dans l'Antiquité, hein. Et les travaux ont été financés par un mécène américain, un magnat du pétrole. Et maintenant, cet édifice est utilisé comme musée de l'Agora. Donc c'est un lieu tout à fait extraordinaire qui permet de sentir concrètement, hein, ce qu'était un grand portique de l'époque hellénistique. Mais l'exemple qui sert le mieux notre propos, en l'espèce, c'est le portique érigé à Pergame, donc en Asie mineure, une grande capitale du monde hellénistique, dans le sanctuaire d'Athéna. Vous en avez une vue de la façade à droite, où vous voyez que, encore une fois, en bas, on a des colonnes doriques, et en haut, des colonnes ioniques. Mais l'utilisation des ordres ne s'arrête pas là. Voici une vue en coupe, donc vous voyez très clairement la façade ici, et vous voyez qu'à l'intérieur, hein, on a aussi des supports qui divisent les espaces en 2 nefs. Eh bien, on a à l'intérieur, donc vous voyez du premier niveau des chapiteaux ioniques, et à l'intérieur du deuxième niveau des chapiteaux à palmes, hein. Donc on a une hiérarchie progressive, dorique à l'extérieur, ionique à l'intérieur, ionique à l'extérieur,
chapiteaux à palmes à l'intérieur, un raffinement croissant qui correspond à la fonction des espaces. Le dorique, c'est le niveau de circulation de la cour. C'est l'espace fréquenté par les hommes dans leurs différentes activités. L'étage, c'est en fait la salle de lecture de la bibliothèque royale de Pergame, donc un espace de culture et de raffinement. Il y a une double distinction qui est à l'œuvre ici entre rez-de-chaussée et l'étage, entre l'extérieur et l'intérieur. Deuxième tendance remarquable qui se manifeste durant la période hellénistique, le recours à des éléments figurés au sein même des composantes de l'ordre. C'est-à-dire qu'on fait intervenir du décor figuré. Le meilleur exemple nous est sans doute fourni par le gigantesque temple d'Apollon à Didyme. On est en Asie mineure, en Turquie actuelle. C'est un temple tout à fait exceptionnel qui a été construit autour de sources sacrées qui sourdait à proximité d'un bosquet de lauriers, l'arbre d'Apollon. Et donc, il y avait eu une apparition divine, une épiphanie d'Apollon à cet endroit à l'époque archaïque, et on avait décidé de monumentaliser le lieu. La famille du berger qui avait vu l'apparition a constitué le clergé de ce temple, et en ce lieu, le dieu délivrait des oracles. C'est-à-dire qu'on venait interroger le dieu et les prêtres consommaient des tisanes de laurier qui les plongeaient dans un état second et ils pouvaient délivrer la parole divine. Donc ce lieu a été mis en valeur par un temple gigantesque et tout à fait extraordinaire parce que en fait il ne présente pas de toit. Il est à ciel ouvert, tout simplement pour que la source sacrée et le bosquet de laurier restent en contact avec le ciel, ne soient pas couverts. Donc c'est un monument dont la construction s'est étirée sur plusieurs siècles et dont le décor architectural date pour l'essentiel du IIe siècle avant notre ère, donc de la pleine époque hellénistique. Différents types de chapiteaux sont employés. Regardez ici, sont les chapiteaux qui rythment l'intérieur du temple, les murs du naos, qui sont de type à sofa, pour leur ressemblance avec le meuble. Ils mettent en scène des rinceaux, à côté desquels on trouve des images figurées, donc en particulier des griffons, qui sont des animaux liés à Apollon, qui, dans certains cas, regardez en bas à droite, encadrent une cithare, qui est l'instrument de musique d'Apollon. Ces chapiteaux, on le voit sur l'image de gauche, comportent aussi des feuilles imbriquées, qui rappellent évidemment le laurier, arbre sacré d'Apollon. On retrouve les feuilles de laurier sur les bases de colonnes. Donc, vous voyez, il y a tout un système décoratif qui se met en place, qui enrichit les ordres d'architecture pour orienter les pensées du spectateur et du visiteur. Dans le monde grec, les monuments sont depuis l'époque archaïque le support d'images en rapport avec la fonction des édifices qui les accueillent. Ce sont des images qui peuvent apparaître sur les frises d'entablement, sur les frontons. Mais ce qui nous intéresse ici, évidemment, ce qui est particulier, c'est que le discours figuré apparaît sur des éléments dont il est normalement absent, sur les bases ou sur les chapiteaux. Troisième tendance importante de l'époque hellénistique, c'est le fait que le chapiteau corinthien, gagne l'extérieur des temples. Le corinthien revêt une importance croissante à l'époque hellénistique. Il était auparavant réservé aux espaces intérieurs. Souvenez-vous des temples de Bassaé, de Némée ou de Thégée. Il avait en fait un caractère essentiellement ornemental, délicat, raffiné, et donc on évitait de lui conférer un rôle porteur et on évitait de l'exposer aux intempéries. Progressivement, il gagne l'extérieur des monuments. Alors d'abord de façon très très timide, puisque le premier monument qui recourt à des colonnes corinthiennes à l'extérieur est un petit monument athénien, le monument d'Isicrate,
qui date, vous voyez, de l'articulation entre époque classique et archaïque. C'est en fait un édifice qui était destiné à surélever, à exposer un trépied remporté justement par les Icrates dans un concours musical. Donc ça n'est pas vraiment un monument en tant que tel, mais plutôt un socle monumental particulièrement ouvragé. La première apparition du Corinthien sur la façade d'un grand édifice a lieu au début du IIIe siècle, sur le monument d'entrée, ce qu'on appelle le propylone, c'est le numéro 26 sur le plan, du sanctuaire des Grands Dieux à Samothrace. Donc on est dans le nord de la mer Égée. C'est un monument qui a été construit par un pharaon égyptien, Ptolémée II, dans les années 280 avant notre ère. Mais vous voyez donc le numéro 26 à droite du plan, un monument d'entrée qui présente deux façades. Une façade extérieure vers la droite et puis la façade intérieure tournée vers l'intérieur du sanctuaire à gauche. Et c'est encore une fois une formule qui est un peu ambiguë. La façade extérieure est ionique, ce que voit le fidèle quand il arrive dans le sanctuaire. La façade intérieure est corinthienne. C'est-à-dire que même si le corinthien est utilisé en plein air, à l'air libre, il a encore une fois un rapport avec la notion d'intérieur pour lequel il a d'abord été conçu. Et donc, c'est avec le gigantesque... Ah, voici, pardon, un exemple, une illustration des chapiteaux corinthiens de Samothrace. C'est avec le gigantesque temple de Zeus Olympien d'Athènes, qui a été, dont les structures que vous avez sous les yeux ont été érigées au IIe siècle avant notre ère, que l'on voit pour la première fois le Corinthien accéder à un autre statut et orner l'enveloppe externe d'un grand temple. Là, il s'impose sur le pourtour d'un grand édifice consacré donc à Zeus Olympien. Et l'exemple est suivi peu de temps après, en Asie mineure, à Silifké ou à côté de Silifké, pour un temple lui aussi consacré à Zeus. Dorénavant, manifestement, on admet que le raffinement du chapiteau corinthien, que sa délicatesse, ne sont pas incompatibles avec l'expression de la puissance. Il ne faut pas s'y tromper, les feuilles et les volutes qui recouvrent le chapiteau corinthien cachent un volume massif, ce qu'on appelle la corbeille, qui joue un rôle de soutien extrêmement efficace. Et en fait, dans ces monuments, puissance et raffinement sont les deux versants d'un même discours qui contribuent à faire du corinthien, a-t-on pu dire, l'ordre de la majesté. C'est pour ça qu'il est lié dans ces deux monuments à Zeus, le maître de l'Olympe. Le corinthien devient dorénavant l'ordre de la majesté. Alors, cette évolution, ce rôle croissant du corinthien n'entraîne absolument pas un abandon des autres ordres pour les temples. Dorique et ionique sont toujours employés et eux seuls, je le répète, à cette époque, méritent le titre d'ordre. Dans un édifice corinthien, comme celui-ci ou celui d'Athènes, seul se distingue le chapiteau, toutes les autres composantes de l'ordre, les bases, les entablements, étant ioniques. Alors, tous les composants, tous les éléments de ce langage architectural sont progressivement repris par Rome à partir du IIe siècle avant notre ère. C'est l'époque où Rome conquiert le bassin méditerranéen, tant l'Occident en vainquant Carthage que l'Orient en vainquant les uns après les autres, les grands royaumes hellénistiques. Mais avant de passer de l'Occident avant de passer de l'Orient à l'Occident, avant de passer de la Grèce à l'Italie, je voudrais dire un mot d'un monument qui a été justement élevé en Grèce à l'initiative d'un Romain, d'un commanditaire romain, à savoir les propylées, donc là, encore une fois, la porte d'entrée du sanctuaire d'Éleusis. On est à côté d'Athènes, vous savez, en Attique, et le sanctuaire d'Éleusis est un sanctuaire à mystère, qui suppose une initiation. Un sanctuaire dont la fréquentation est réservée à des initiés qui ont en fait suivi un apprentissage et auquel on a progressivement révélé les mystères et les secrets de la déesse. Ces propylées ont été élevés au milieu du 1er siècle avant notre ère, donc à la toute fin de l'époque hellénistique, par les héritiers d'un certain Appius Claudius Pulcher. Et ils nous confrontent au thème qu'on a déjà rencontré plusieurs fois dans cet exposé, de la graduation entre extérieur et intérieur. Mais ils appellent des explications poussées. Cette structure d'entrée comporte à l'extérieur, ce que vous voyez sur la diapositive, des colonnes
et des pilastres qui sont coiffés par des chapiteaux figurés, hein, dans lesquels on voit des créatures monstrueuses avec des têtes de bélier et des ailes d'aigle, des créatures monstrueuses qui encadrent des rinceaux végétaux. Au-dessus de ces chapiteaux, il y a un entablement dorique, sur lequel on reviendra tout à l'heure. À l'intérieur du sanctuaire, maintenant, sur l'autre façade des propylées, on a des supports qui revêtent la forme de cariatides, c'est-à-dire des jeunes femmes qui portent un panier dans lequel sont cachés les instruments du culte de Déméter. Alors un savant français, appelé Gilles Sauron, a expliqué dans plusieurs publications ce dispositif par une opposition franche entre l'extérieur et l'intérieur. Pour lui, les chapiteaux extérieurs, vous savez, avec les monstres, renverraient au désordre, à ce que le chercheur a joliment qualifié d'esthétique du chaos. C'est un terme qu'il a inventé, qui est très, très parlant. Ce serait le monde du désordre, avant que les dieux de l'Olympe n'imposent l'ordre. Et à l'inverse, évidemment, les cariatides de l'intérieur renverraient à un monde ordonné, régi par la piété, et soumis aux dieux. Alors l'examen du plan du monument, comme de son décor, conduit à proposer une autre lecture que celle-ci. Le plan, tout d'abord. Regardez la diapositive, l'image de gauche. Les propylées, l'entrée se dresse dans un renfoncement de l'enceinte du sanctuaire. Les colonnes n'appartiennent pas véritablement à un espace extérieur, mais se dressent au fond d'un espace de transition, qui rappelle d'assez près un vestibule, par exemple, dans une maison. C'est une cour qui a probablement été utilisée comme étape, une pause, dans la procession qui conduisait les fidèles jusqu'au sanctuaire. Les initiés devaient parcourir un long trajet depuis la ville d'Athènes jusqu'au sanctuaire d'Éleusis, et on a là manifestement un espace qui est adapté à une pause avant de pénétrer dans le sanctuaire. Donc d'emblée, il est problématique de rejeter cette partie du monument du côté du désordre, du chaos et de l'extérieur. Et un examen de l'ensemble de l'ordre le confirme, puisque les hypothèses dont je vous ai parlé de Gilles Sauron là, tout à l'heure ne tiennent compte que de la seule présence de monstres sur les chapiteaux. Mais elles sont absolument inconciliables avec la présence sur l'entablement dorique, ce que vous avez à gauche, des symboles de Déméter. On a des paniers, on a des gerbes de blé. Vous savez que Déméter est la divinité de l'agriculture, on la connaît sous le nom de Cérès aussi en latin. Et puis on a aussi des rosettes et des crânes d'animaux sacrificiels. On retrouve le même décor, vous le voyez à droite, sur le panier qui figure sur la tête des cariatides, à l'intérieur du sanctuaire. Et on retrouve les mêmes rosettes, les mêmes éléments végétaux. Donc ces structures extérieures ne peuvent constituer un contrepoint négatif du sanctuaire, elles annoncent le sanctuaire. Le discours est construit non pas, comme le voulait Gilles Sauron, sur une opposition franche entre l'extérieur et l'intérieur, mais sur une graduation. L'extérieur annonçant l'intérieur, et dans ce sens, on retrouve un peu le même discours que dans les propylées de Samothrace que nous avons évoqués tout à l'heure. À partir du IIe siècle avant notre ère, les ordres revêtent une importance croissante à Rome en Italie. Au début du IIe siècle avant notre ère, de nombreux édifices, y compris des temples, présentaient des colonnes très espacées et peu nombreuses, érigées dans des matériaux de qualité médiocre, comme le tuf volcanique, un matériau un peu poreux et sombre. De façon significative, Rome ignorait pratiquement le portique en tant que bâtiment autonome. Les grands portiques, comme ceux que nous avons vus à Pergame ou à Athènes à l'époque hellénistique, n'existaient pas à la même époque à Rome. Progressivement, et c'est une conséquence de la conquête de l'Orient, le paysage monumental de la ville de Rome, de l'Ourps, mais aussi celui des cités d'Italie centrale qui contribuent avec elle à la conquête, ses alliés, change, évolue, et accorde une place croissante aux ordres grecs mis en œuvre dans des édifices qui sont érigés de plus en plus fréquemment en calcaire de bonne qualité, le calcaire de Tivoli, ou même en marbre. Cette évolution n'est possible que grâce à des architectes et à des artisans grecs qui suivent les vainqueurs et se mettent à leur service. Beaucoup de ces nouveaux édifices sont érigés par des généraux qui consacrent une partie de leur butin aux dieux. Et l'expression de la puissance change de forme et ces nouveaux vecteurs sont empruntés au monde hellénistique.
Les Romains adoptent un nouveau langage architectural dont les ordres constituent une composante essentielle. Alors, ce qui prouve le plus clairement le rôle dévolu aux ordres dorénavant dans la Rome de la fin de la République, c'est le fait qu'ils s'imposent dans toutes les structures, même quand ils sont absolument superflus sur le plan structurel. Les Romains, par exemple, ont fait un large usage d'un type de plan qu'on appelle pseudo-périptère, qui est presque inconnu des Grecs. Vous en avez un exemple sur cette diapositive avec un temple qui est remarquablement conservé à Rome, qui est consacré à Portunus. Vous voyez qu'on a de colonnes libres qu'en façade. Seules les 6 colonnes de gauche sont libres. Toutes les autres sont engagées contre les murs et ne servent à rien sur le plan structurel. Elles sont simplement là pour donner l'illusion d'une colonnade périphérique et pour éviter de présenter des murs lisses. Les colonnes ici sont présentes pour accroître la dignité de l'édifice. Dorénavant, il est absolument inconcevable, à Rome ou en Italie, de construire un édifice important qui ne soit pas entièrement rythmé par des colonnades. Les Romains, et c'est la deuxième illustration de cette importance nouvelle accordée aux ordres, ont surtout créé un système architectural dans lequel des arcades, qui renvoient à des nécessités constructives, sont encadrées par des colonnes engagées, qui ne servent à rien d'autre qu'à scander la paroi et à l'animer. Dans ce type de système, qui se développe sur de très nombreux monuments, mais d'abord sur les façades des édifices de spectacle et sur les arcs de triomphe, prouve que le recours aux ordres classiques est désormais indispensable. Vous en avez un bel exemple ici avec ces 2 photos de la façade du théâtre de Marcellus. On est au tout début de l'Empire. On a des arcades qui en fait sont l'aboutissement des voûtes qui supportent les gradins. Et les colonnes et les entablements en fait ne sont là que pour encadrer ce système, pour conférer encore une fois plus de dignité à la façade du monument. Pour illustrer le recours à toutes les possibilités qui sont offertes par les ordres et l'architecture classique, je me tournerai d'abord vers un sanctuaire extrêmement spectaculaire, le sanctuaire de la Fortuna Primigenia à Palestrina, une des plus extraordinaires réalisations de l'architecture d'époque républicaine en Italie centrale. Un savant italien a montré il y a une trentaine d'années, Filippo Quarelli, que ce grand complexe qui vient de rouvrir au public récemment, qui est vraiment un endroit magnifique, avait été constitué à la fin du IIe siècle, avant notre ère, donc vers 100 avant notre ère, autour de 2 pôles cultuels qui sont indiqués par des flèches vertes. En bas, un puits dans lequel auraient été découvertes des tablettes inscrites qui délivraient la parole de la déesse, et puis en haut, le temple de la déesse Fortuna. Et un architecte du IIe siècle avant notre ère a réussi à relier ces 2 pôles très distants, situés sur les flancs d'une montagne abrupte, en construisant cette gigantesque composition régie par la symétrie. Le coup de génie de cet architecte, si vous voulez, c'est d'avoir tracé un axe à partir du temple sommital et de part et d'autre de cet axe d'avoir en fait dupliqué par symétrie les structures. Vous voyez que par exemple en bas il y a 2 niches, 2 hémicycles, il y en a un qui ne sert à rien, celui qui est à gauche, qui n'est pas désigné par une flèche, il est juste la reproduction de celui de droite, qui lui a une fonction véritable. C'est là qu'on a trouvé les tablettes inscrites. Donc on a une composition régie par l'axialité et la symétrie qui met en valeur ces 2 lieux de culte primitifs. Les formes architecturales et les ordres jouent un grand rôle dans le discours qui est développé par ce complexe. Le premier pôle cultuel du sanctuaire, vous voyez, qui est situé sur une terrasse, est encadré par un hémicycle. C'est cet hémicycle, ce portique courbe en fait, qui met en valeur un très ancien lieu de culte, le puits que je viens d'évoquer. La partie rectiligne du portique est d'ordre dorique, tandis que l'hémicycle, lui, est d'ordre ionique. C'est ce que l'on voit ici, même si les chapiteaux sont très, très endommagés. C'est-à-dire qu'on utilise 2 ordres différents, l'ionique mettant en valeur le pôle cultuel et l'endroit possédant la plus haute sacralité. Le puits lui-même
est mis en valeur, vous voyez, par une petite structure architecturale, par un baldaquin circulaire qui, lui, recourt à un ordre corinthien. Donc on retrouve ici l'idée d'une graduation décorative qui correspond à une progression dans la sacralité. Dorique pour l'essentiel de la terrasse, ionique pour l'espace qui entoure la structure sacrée, corinthien pour cette structure sacrée. Les formes architecturales elles-mêmes, en particulier le portique curviligne, la petite rotonde, sont les premiers vecteurs de hiérarchisation des espaces, mais les colonnes fonctionnent comme des espèces de signaux qui guident le regard du fidèle et qui précisent le discours. Autre illustration d'une évolution parallèle de l'Italie à la fin de l'époque républicaine et puis de l'Orient hellénistique. En Italie aussi, on a un recours croissant aux Corinthiens pour les temples. On en a un exemple avec le sanctuaire de Palestrina, on vient de le voir, mais il faut encore citer le temple rond du Forum Boarium à Rome, qui est remarquablement conservé, qui est construit en marbre, qui est dédié à Hercule. On peut encore citer le temple du Largo Argentina, là on est au cœur de Rome. C'est un temple qui est dédié à Fortuna. Et vous voyez au passage avec ces exemples que le corinthien n'est pas du tout réservé, contrairement à ce que disait Vitruve, à des divinités possédant des caractères très féminins de gracilité. Hercule, tout à l'heure, ici Fortuna, une déesse qui est représentée sous des formes assez massives quand elle est figurée, qui a aussi une dimension guerrière. Le corinthien, en fait, devient un vecteur de prestige et est utilisé pour toutes les divinités auxquelles on souhaite conférer une grande importance. Près de Rome, je pourrais encore citer comme autre édifice corinthien le temple de Tivoli, un temple circulaire qui est consacré à une prêtresse divinisée. Tous ces édifices corinthiens à Rome et dans ses environs sont circulaires. Tous, à part la petite rotonde du puits de Palestrina, sont des temples. Parce que les Romains, contrairement aux Grecs, construisent des temples circulaires. Dans le monde grec, les rotondes sont des trésors, elles abritent des offrandes. Les Romains, eux, peuvent construire des temples circulaires. Alors le rôle croissant du Corinthien, que l'on a décelé en Grèce d'abord au IIe siècle, puis en Italie, devient une prééminence écrasante à partir du début de l'époque impériale. On rentre dans la dernière partie de l'exposé, on commence à parler de la période impériale, et les ordres deviennent des composantes essentielles du langage d'un pouvoir monarchique, un pouvoir impérial qui a une dimension universelle, qui en tout cas s'étend à l'ensemble du bassin méditerranéen et même au-delà. Alors j'ai parlé de pouvoir monarchique, mais c'est un pouvoir qui ne peut pas s'affirmer ouvertement comme tel, et qui a besoin d'utiliser des moyens plus subtils. Il doit en particulier assurer son omniprésence, en construisant partout des édifices qui déclinent certains des thèmes de l'idéologie impériale. Donc les images sont mises à contribution, les statues, les reliefs, pensez aussi aux portraits des empereurs qui apparaissent sur des monnaies, les peintures, qui sont souvent exposées dans les monuments et qu'on ne connaît évidemment plus que par des dimensions littéraires. L'écrit joue aussi un grand rôle avec les dédicaces des monuments, mais les ordres sont un des éléments de ce langage du pouvoir. Pas l'élément le plus important, certes, mais ils contribuent à ce nouveau langage élaboré par le régime. Alors, les éléments végétaux, en particulier, sont mis à profit pour donner une traduction concrète au thème de l'âge d'or, cher au pouvoir augustin. Auguste prétendait avoir permis le retour d'une ère de prospérité et d'abondance, s'apparentant à l'âge d'or des temps anciens. Il s'est évidemment attaché à donner un contenu concret à cette proclamation, en construisant des termes, en veillant à l'alimentation, à l'approvisionnement alimentaire des Romains, mais il a surtout veillé à ce que ce thème idéologique soit illustré sur de nombreux édifices. Et ça a donné naissance à un nouveau langage, dont le manifeste, le premier élément, est assurément l'autel de la paix, qui se situe aux franges de notre sujet, puisque ces frises de Rinceau ne sont pas mises en œuvre dans un ordre, mais dont je dois absolument parler parce qu'il a exercé une grande influence. Il est à l'origine d'une nouvelle esthétique, une esthétique naturaliste. Je veux dire par là qu'on entend donner des végétaux une représentation aussi vivante que possible, sans pour autant qu'elle soit la reproduction exacte de végétaux réels.
Alors, une étude récente, conduite par une botaniste de formation, a recensé quelques 60 essences différentes qui sont associées au sein des panneaux végétaux de ce monument. Elles s'enchaînent de façon tout à fait irréaliste, évidemment, mais le plus important est qu'elles ne connaissent pas la floraison au même moment dans la nature et ne peuvent normalement voisiner les unes avec les autres. Le simple fait de les faire coexister dans ce monument met l'accent sur une nature qui est délivrée du cycle des saisons, sur une nature en perpétuelle floraison. Ça renvoie évidemment au thème de l'âge d'or, lequel est aussi évoqué de façon tout à fait explicite par un relief représentant, vous voyez, la terre nourricière avec des enfants sur les genoux. Les frises de rinceaux qui se développent sur les panneaux de l'Hôtel de la Paix gagnent aussi, sous une forme plus simple, les entablements des temples. Je vais vous en montrer un exemple, ce qui est une nouveauté. Auparavant, les rinceaux apparaissaient sur les frises des tombeaux où ils parlaient non pas du retour de l'âge d'or, mais du caractère cyclique de la vie. Eh bien, ces frises de rinceaux, maintenant, prennent place dans les entablements corinthiens, puisque c'est à cette époque, au tout début de l'Empire, sous le règne de l'empereur Auguste, qu'apparaît véritablement un ordre corinthien. Non plus simplement un chapiteau, mais toute une séquence avec une frise de rinceaux et une corniche d'un type particulier, qu'on appelle la corniche modillonnaire parce qu'elle a des modillons. Alors c'est un monument provincial, mais qui a été érigé selon des modèles proprement romains, qui permet de mieux saisir ces évolutions. C'est la maison carrée de Nîmes, évidemment, qui a été élevée au tout début de notre ère, en l'honneur des deux petits-fils d'Auguste, morts prématurément et très récemment au moment de l'érection de cet édifice. Cet édifice est d'ordre corinthien et l'ordre développe dans son ensemble un discours assez facilement intelligible. Il nous parle d'abord d'abondance, avec les efflorescences de ses chapiteaux et de ses rinceaux. Ce que vous voyez, la frise continue que vous voyez au milieu de l'image, c'est un rinceau d'acanthe qui appartient donc à la frise d'entablement, qui semble se dérouler à l'infini, chaque enroulement du rinceau engendrant des fleurons et des bouquets luxuriants. La référence à une nature généreuse est précisée par la présence de toute une petite faune. Je ne crois pas qu'on en voit d'exemples explicites ici, mais ailleurs, sachez qu'il y a des insectes, des batraciens, des oiseaux, de petits mammifères. Mais, et c'est une nuance extrêmement importante, une précision extrêmement importante, le corinthien nous parle aussi d'un monde ordonné. La construction des chapiteaux, vous le voyez, est très rigoureuse. Ils donnent l'impression, avec leur volute puissante, de soutenir l'entablement. La frise est luxuriante, je l'ai dit, mais ces enroulements sont réguliers, ils obéissent à un rythme précis. C'est une nature qui est dépourvue de toute hostilité, qui n'est pas envahissante, qui est comme domestiquée. Voici une vue plus précise des chapiteaux, dont vous pouvez apprécier à la fois la délicatesse et le raffinement, et la puissance et la massivité. Et les deux caractères étant conjugués dans les mêmes blocs. Alors, rares, en fait, sont les édifices qui ne font pas appel à l'ordre corinthien à l'époque impériale, en tout cas les édifices officiels. Et quand le corinthien n'est pas présent, en fait, il faut toujours se demander pourquoi. C'est une absence qui est un choix, qui est porteur d'intentions précises. Alors, le meilleur exemple, à ma connaissance, est le monument qui a été élevé à l'initiative d'Auguste, toujours, pour commémorer sa victoire sur 45 peuples des Alpes, en 7-6 avant notre ère. C'est ce qu'on appelle le trophée de la Turbie, un monument qui domine Monaco. Vous avez en haut à droite une maquette qui en montre l'apparence. C'est une rotonde, encore une fois, ceinturée de colonnes, qui se dresse sur un socle quadrangulaire. Et cette rotonde est d'ordre dorique et se caractérise par sa sobriété et son dépouillement. Pourquoi refuser le corinthien ici? Parce qu'on veut parler de puissance, de soumission à la puissance romaine, à l'impérium romaine. D'ailleurs, ça apparaît en toutes lettres dans la dédicace du monument, et on ne veut pas parler d'abondance. On a utilisé sur ce monument une frise dorique avec des triglyphes et puis des petits panneaux qui comportent des symboles de victoire, des casques, des boucliers, des cuirasses. Donc il s'agit véritablement d'un discours de puissance et absolument pas d'un discours lié à la célébration de l'abondance. Alors je viens d'évoquer le triomphe du Corinthien
sur l'enveloppe externe des édifices les plus importants et surtout des temples. Cette très large diffusion du corinthien à l'époque impériale a plusieurs corollaires. D'abord, les autres ordres classiques, donc dorique et ionique, voient leur emploi décroître considérablement et presque disparaître. Le dorique tombe très rapidement en désuétude. Il faudra attendre une parenthèse au IIe siècle, dont on parlera tout à l'heure, pour le voir brièvement réapparaître. Quant à lui, l'ionique disparaît des temples. Mais puisque les Romains ne renoncent pas à l'utilisation des éléments d'architecture pour distinguer les espaces, en particulier les colonnes, il faut créer de nouveaux types de chapiteaux qui décorent souvent l'intérieur des édifices. Les grands temples du début de l'Empire font un large usage à l'intérieur de ce qu'on appelle des chapiteaux corinthianisants, c'est-à-dire des variantes du chapiteau corinthien, mais qui remplacent certains éléments par un décor figuré. Et donc, je vais vous présenter très rapidement 3 exemples parlants qui sont empruntés à des grands temples de la Rome augustéenne. Je commence par un temple consacré à Apollon, qui a été érigé à proximité du Capitole. À l'extérieur, évidemment, il est corinthien, et à l'intérieur, il met en œuvre des chapiteaux plus raffinés, dont ceux-ci, vous voyez, des chapiteaux qui sont décorés au centre d'un trépied, c'est-à-dire un symbole apollinien qu'on a déjà rencontré dans le cours de l'exposé, qui est aussi un symbole de victoire, hein, dans le cas présent, parce que ça renvoie à un épisode mythologique très célèbre où Héraclès essaie de voler à Apollon son trépied et s'en voit empêché par la divinité. Donc ce chapiteau, hein, constitue très clairement une allusion à la victoire d'Apollon sur Héraclès. Et vous voyez aussi que la partie supérieure du chapiteau comporte des serpents, hein, qui s'enroulent et qui remplacent les volutes. Et serpents qui font eux aussi allusion à un épisode de la mythologie d'Apollon, quand il tue le serpent Python avant de s'installer à Delphes. Et ça a tout son sens, cette thématique de la victoire d'Apollon, quand on sait que Apollon est le dieu protecteur d'Auguste et l'a aidé à remporter les guerres civiles romaines. On retrouve d'ailleurs une citation de ces chapiteaux dans un temple provincial de Vienne, hein, où on retrouve au centre du chapiteau, là sont des fragments des trépieds, et puis sur les côtés des serpents extrêmement spectaculaires. Passons ensuite, encore plus spectaculaire, ces chapiteaux sont magnifiques, à l'ordre intérieur du temple de Mars Ultor. Mars Ultor est à l'extérieur corinthien, vous en doutez, puis à l'intérieur, on a des chapiteaux d'un raffinement et d'une qualité extraordinaire, dont le message est assez difficile à déchiffrer a priori. Au-dessus d'une couronne d'acanthe, on a des chevaux ailés, vous voyez, dont l'arrière-train se transforme en rinceau. Les ailes elles-mêmes se transforment en feuilles. Ces chapiteaux évoquent, selon un éminent spécialiste de l'architecture romaine, Pierre Gros, l'apothéose de Romulus, hein, qui serait littéralement monté au ciel, emporté par les chevaux ailés envoyés par Mars, son père. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'apothéose de Romulus, la divinisation, si vous voulez, de Romulus, préfigure et justifie celle de ses successeurs, puisque le premier Romain qui ait connu l'apothéose après Romulus n'est autre que Jules César, le père adoptif d'Auguste, qui lui-même espère bien connaître le même honneur. Donc, sous une forme éminemment codée, hein, ces chapiteaux renvoient à un discours dynastique. Examinons enfin les chapiteaux intérieurs du temple de la Concorde. Ici, vous avez des béliers qui surgissent, qui bondissent du registre végétal et qui prennent la place des volutes. Ces chapiteaux sont une variation sur le thème de la nature luxuriante et sur le thème du printemps. Ils déclinent un message centré sur le thème de l'abondance et de retour de l'âge d'or. Ces animaux pleins de vie, bondissants, évoquant en effet la richesse de la nature. Et le discours est prolongé, j'en ai pas mis de photos, mais par des éléments qui apparaissent aussi sur les bases de colonnes qui sont elles aussi abondamment ornées. Les recherches sur les ordres qui sont conduites dans la Rome augustéenne sont naturellement relayées dans les provinces. Je me contente d'un seul exemple, celui du prétendu temple de Diane, un monument absolument magnifique qui s'élève à Nîmes dans le jardin de la Fontaine, qui est un grand sanctuaire consacré à une divinité topique, Nemausus. La cella de cet édifice, l'intérieur de cet édifice, qui est
assez bien conservé, est animé sur l'essentiel de sa longueur par des colonnes engagées à chapiteaux composites. Vous les voyez sur la diapositive de droite. Il y en a 3 qui sont conservés, 2 qui manquent. On a des chapiteaux composites, c'est la première fois qu'on les rencontre depuis l'introduction et on y reviendra. Vous voyez, ces chapiteaux composites encadrent des niches sous frontons. Au fond de l'édifice, en revanche, ce que vous voyez à gauche, on a des supports avec des chapiteaux corinthianisants, plus raffinés et plus délicats. Voilà l'endroit où se rencontrent les deux. À gauche, les chapiteaux corinthianisants, à droite, les chapiteaux composites. Donc, on a les chapiteaux les plus raffinés, les plus délicats qui sont au fond. On n'a pas conservé les colonnes de l'extérieur de l'édifice, mais pour moi, il ne fait absolument aucun doute qu'elles étaient corinthiennes. Et donc, on a un discours basé sur une graduation corinthien, composite, corinthianisant au fur et à mesure que l'on avance dans le temple. Ça rappelle finalement d'assez près ce que l'on avait déjà rencontré au 5e siècle avant notre ère dans le temple d'Apollon à Bassaï. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que se met en place à l'époque impériale ce qui ressemble à un véritable système. Le rôle le plus valorisant est réservé aux ordres qui font une large place à la feuille d'acanthe, une position subordonnée étant dévolue aux ordres les plus sobres. Le chapiteau corinthien, qui allie les notions de puissance et de raffinement, convient parfaitement aux ordonnances extérieures. Quant aux variantes les plus délicates, corinthianisantes, elles sont réservées aux ordres internes. Alors, il me reste une dernière chose à évoquer dans le cours de mon exposé. On pourrait évidemment multiplier les exemples, mais c'est le composite, les chapiteaux composites. Donc, vous avez un exemple sous les yeux. Les arcs honorifiques et les arcs de triomphe font un très très large usage de ce type de chapiteau, associé donc à des entablements d'un autre genre, ionique ou corinthien. Donc le composite, vous le voyez, est formé par la combinaison, je vous le rappelle, d'un chapiteau corinthien pour la partie inférieure et d'un chapiteau ionique pour la partie supérieure. Cette prééminence du composite sur les arcs semble s'exercer à partir de la fin du 1er siècle de notre ère. Je suis très prudent parce que la grande majorité des arcs de triomphe romains ont été détruits dès l'Antiquité, mais ceux qui nous sont conservés montrent une étonnante prééminence du composite. Par exemple, l'arc de Titus, élevé à la toute fin du 1er siècle de notre ère, a, vous le voyez sur la diapo de droite, des chapiteaux composites. L'arc qui marquait l'entrée du Colisée, la porte d'entrée principale par laquelle passait le défilé impérial, eh bien, lui aussi, d'après un relief antique, comportait des chapiteaux composites. Un peu plus tard, en Italie, l'arc de Bénévent, qui est remarquablement conservé, qui est construit sous Trajan, donc au début du IIe siècle, recourt au même type de chapiteau, comme au début du IIIe siècle, l'arc de Septime Sévère, intact sur le forum de Rome, et l'arc des Argentiers, un arc plus modeste. Mais à chaque fois, vous voyez, l'élément commun de tous ces monuments, c'est le recours au composite. Quelles sont les raisons de ce choix dans l'immense majorité des arcs? Alors, un premier élément de réponse réside manifestement dans le caractère romain de ce chapiteau, qui est une création des architectes ou des tailleurs de pierre du début du règne d'Auguste. Une telle création, qui constitue une manière de synthèse des ordres grecs les plus ouvragés, et donc un dépassement, est parfaitement adaptée à la célébration des victoires de Rome. Deuxième élément, l'extraordinaire luxuriance de ce type de chapiteau, qui est plus poussée encore que celle du chapiteau corinthien, en fait le vecteur idéal d'un discours sur l'abondance et sur la victoire des empereurs. On a pu dire que de ces chapiteaux qu'ils tenaient un discours véritablement festif. Et d'ailleurs, on a un prolongement de ces tendances en espace provincial, et pas très loin de chez vous, avec la Porte Noire de Besançon qui superpose 2 étages de colonnes composites. Voilà, j'aurais pu développer encore très longuement ces questions à partir de nombreux exemples.
Mais je pense vous avoir dit, disons, l'essentiel, et avoir essayé de vous montrer comment, bien, les ordres, au-delà de la simple notion d'éléments constructifs, tectoniques et d'éléments décoratifs, peuvent tenir un discours, symbolique ou en tout cas contribuer au message qui est diffusé par le monument. J'espère, avoir été, clair et vous avoir intéressé. Je vous remercie, de votre attention en espérant un jour, pouvoir m'adresser à vous de vive voix. Au revoir.